la flotte la plus puissante de la marine de guerre japonaise passe à l'attaque. Mission, stopper grâce à ses canons redoutables la progression américaine à travers le Pacifique. Seul un groupe de petits navires et d'avions est susceptible d'empêcher l'ennemi de s'approprier une victoire éclatante. Ces courageuses boîtes en fer blanc, comme on surnomme ces bateaux américains, vont affronter l'impressionnante armada japonaise conduite par le légendaire Yamato, le plus grand navire de combat de l'histoire. Grâce à des animations infographiques de pointe, vous allez revivre l'épopée des marins et des aviateurs qui ont fait face à l'assaut ennemi et tenu en échec la marine japonaise. « 24 octobre 1944. Des chasseurs et des bombardiers qui ont décollé des porte-avions de la 3e flotte américaine vont accomplir une mission capitale, débusquer et détruire la première force navale japonaise, la flotte la plus puissante de la marine impériale. Elle doit impérativement être arrêtée car elle menace d'annihiler les forces terrestres alliées lancées à l'assaut des Philippines. Quand le lieutenant de vaisseau Nick Fellner, pilote de 23 ans, repère sa cible aux commandes de son Helldiver, il n'en croit pas ses yeux. C'est seulement en sortant des nuages que j'ai vu tous les navires japonais arriver en formation. J'ai choisi le plus gros et j'ai fondu sur lui. C'était la plus grosse cible que j'avais jamais vue. Et pour cause, il a choisi le navire de combat le plus imposant et le plus lourdement armé jamais construit. Le vaisseau amiral de la flotte japonaise, le Yamato. Un monstre de 72 800 tonnes, doté des canons les plus puissants de l'histoire de la marine de guerre. D'un calibre de 460, il tire des obus énormes à une quarantaine de kilomètres. Le Yamato a été lancé pour couler tous les navires ennemis avant que lui-même arrive à portée de leur tir. Autrement dit, les canons de 450 devaient pouvoir détruire la flotte américaine avant que celle-ci n'ait la possibilité de faire feu. Le Yamato, son sister ship le Musashi et le reste de la première force navale, qui comprend au total 23 navires, font route à toute vitesse en direction des Philippines. Nick Fellner doit donc agir immédiatement. Nous nous sommes mis en formation d'attaque. En principe, les bombardiers en piqué attaquaient avec le soleil dans le dos pour gêner au maximum le tir des artilleurs de pont. Le Yamato fait cracher ses canons anti-aériens. Et Nick Fellner plonge au cœur de cette tempête mortelle. Son Helldiver emporte une seule bombe perforante de 450 kg. Nick Fellner doit pointer son avion droit sur son objectif, plonger et s'approcher le plus possible tout en volant au milieu des projectiles ennemis. Il pique d'environ 10 000 pieds, presque à la verticale, dans un hurlement de moteur. L'important, c'est de s'assurer qu'on file droit sur la cible. Arrivé à moins de 300 mètres d'altitude, je suis passé à l'action. J'ai appuyé sur le bouton pour larguer ma bombe. À la dernière seconde, il tire d'un coup sec sur son manche à balai pour remonter, encaissant 9 jets lors de sa remontée. Puis, il observe sa cible. J'ai eu énormément de chance en touchant ma cible, car j'ai frappé une des très rares portions non blindées du bateau. La bombe a effectivement perforé le pont et explosé dans les entrailles du navire.
En explosant sous la ligne de flottaison, elle a ouvert 2 brèches immenses dans la coque. Et 3 tonnes d'eau se sont engouffrées à l'intérieur. Bientôt, le Yamato gîte à 5 degrés. Mais sa coque comporte 1150 compartiments étanches. Les équipes de sécurité interviennent et stabilisent rapidement le géant. Au cours de l'assaut aérien, 3 autres navires japonais sont gravement endommagés. Et le sister ship du Yamato, le Musashi, est envoyé par le fond de la mer de Shibuyan. Sur les 259 avions participant à l'assaut, 18 sont abattus. Le commandant de la première force navale, le vice-amiral Takeo Kurita, ordonne à ses navires de faire demi-tour. Mais ce qui paraît alors une victoire des forces américaines n'est en fait que le premier round d'une des plus grandes batailles navales de l'histoire. La guerre approche de son terme et le Japon est aux abois. Il doit impérativement enrayer la progression alliée. Le général Douglas MacArthur a fait débarquer 200 000 hommes sur l'île de Leyte aux Philippines, menaçant ainsi de couper des voies d'approvisionnement capitales. C'est une bataille que les Japonais ne peuvent pas se permettre de perdre. Si les Japonais perdent les Philippines, les voies d'approvisionnement entre le Japon et les Indes néerlandaises seront coupées et ne fonctionneront donc plus comme dans le cadre de l'économie de guerre. En bref, si le Japon perd les Philippines, la guerre est terminée. Le Japon n'a quasiment plus aucun appareil opérant depuis un porte-avions. Son dernier espoir repose donc sur ses bateaux de guerre géants. L'amirauté adopte une stratégie audacieuse baptisée Shogo, plan victorieux. Elle a pour objectif d'écraser les troupes de débarquement de MacArthur à coups de canon. Shogo a divisé la marine japonaise en 3 éléments. La première force navale commandée par le vice-amiral Kurita fera route en direction de Leyte en passant par le détroit de San Bernardino. Du sud, un deuxième élément se dirigera vers le nord en empruntant le détroit de Surigao. Ce plan vise à faire passer ces 2 forces à travers des voies navigables fortement gardées pour prendre Leyte en tenaille depuis le nord et le sud. Tout le plan repose sur un subterfuge. En effet, une 3e force venant du nord, composée des vestiges de la flotte de porte-avions, doit faire office d'appât. Elle doit attirer la puissante 3e flotte américaine de l'amiral William Halsey et laisser ainsi le champ libre autour de Leyte pour la première force navale. Après le succès de l'attaque aérienne contre la première force navale, Halsey tombe effectivement dans le piège. Supposant que Kurita se replie, l'Américain met cap au nord pour se lancer à la poursuite des porte-avions. Mais 2 heures seulement après avoir fait demi-tour, le vice-amiral Kurita ordonne au Yamato et à son groupe de rebrousser chemin à nouveau et de remettre le cap sur Leyte. Tôt dans la matinée du 25 octobre, les Japonais arrivent au large des côtes de l'île philippine de Samar. À 6h35, ils repèrent des mâts à l'horizon, à 25 000 nautiques. Les vigies, qui n'ont pas de guide de reconnaissance, supposent qu'il s'agit des navires de la 3e flotte américaine d'Halsey. Grossière erreur. Il s'agit en fait d'une modeste force opérationnelle de la 7e flotte américaine appelée Taffy 3. Elle se compose d'une poignée de petits navires chargés de l'appui des troupes au sol et de la surveillance des sous-marins ennemis. Taffy 3 n'était qu'une force opérationnelle de petites mains qui n'avait rien à faire dans le même océan que le grand Yamato. La dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était de se retrouver face à une telle armada. Or, c'est pourtant ce qui est arrivé lors de la bataille de Samar. Taffy 3 compte 13 navires. 6 petits porte-avions d'escorte, 3 destroyers et 4 destroyers d'escorte, principalement équipés de canons de 125.
La première force navale, elle, se compose de 23 luges de flamme. Les navires du vice-amiral Kurita sont là. Taffy 3 est ici, à 25 000 nautiques au sud-est. La force opérationnelle est seule pour assurer la défense des 200 000 soldats américains qui débarquent sur les plages de l'été. Le vice-amiral Takeo Kurita, toujours convaincu qu'il s'en prend à la 3e flotte américaine, jette tous ses navires dans la bataille. Les 23 navires de la première force navale sont en formation de déplacement, des colonnes courtes et parallèles. Normalement, lorsqu'un ennemi est repéré, les navires manœuvrent pour ne former plus qu'une seule colonne et pouvoir ainsi braquer tous leurs canons dans sa direction. Mais désirant frapper Halsey sans plus attendre, Kurita ordonne à la va-vite une attaque générale au cours de laquelle ses navires restent divisés. Une erreur tactique qui va peser lourd dans la bataille qui s'annonce. Le commandant de Taffy 3, le contre-amiral Clifton Ziggy Sprague, sait qu'il est en infériorité numérique et insuffisamment armé. Mais il réagit rapidement. Il positionne ses 6 petits porte-avions d'escorte à l'intérieur d'un cercle défensif formé par 3 destroyers et 4 destroyers d'escorte. Sa priorité numéro 1 consiste à maintenir ses porte-avions d'escorte hors de danger. Sprague leur ordonne de faire route vers l'est et de s'éloigner de leurs assaillants. Dans le même temps, il prépare tous ses avions pour lancer une attaque. Plus de 150 Wildcat et Avenger décollent rapidement. Les destroyers et les destroyers d'escorte déploient un écran de fumée. Ils utilisent des pots fumigènes chimiques et ajoutent du fioul directement dans leur cheminée. Mais si elle dissimule le repli des porte-avions d'escorte, cette manœuvre trahit la position des destroyers. Notre rôle consistait à dissimuler notre groupe des grands méchants loups. On allait et on revenait sur nos pas pour dresser un écran de fumée. Mais les Japonais se sont mis à nous prendre de plus en plus pour cible. Et les gerbes d'eau tout autour de nous ont commencé à nous inquiéter. Le navire le plus près de l'ennemi est le destroyer USS Johnston. Son commandant, le capitaine de vaisseau Ernest Evans, n'a pas l'intention de laisser les Japonais le balayer sans se défendre. Aussi, sans attendre les ordres, il passe à l'attaque. Tentant ce qui ressemble à une mission suicide, il ordonne de virer à bâbord toute et rompt la formation défensive pour se diriger droit sur la flotte adverse. Je me suis adressé au commandant et je lui ai dit « S'il vous plaît, ne nous laissez pas couler avec nos torpilles à bord. » J'avais participé à la bataille de Guadalcanal 2 ans plus tôt, à bord d'un destroyer qui n'avait tiré aucune torpille. Donc là, je voulais qu'on les utilise. Et le commandant m'a répondu « Eh bien, servons-nous de nos torpilles. » Mais pour se mettre à portée de tir des torpilles, Evans doit s'approcher à moins de 5 nautiques et demi. Or, les canons japonais ont une portée 3 à 4 fois supérieure. Et un seul projectile du Yamato peut décimer tout l'équipage du Johnston. Les Japonais font feu bien avant d'être à portée de tir des Américains. Mais le Johnston avance avec témérité, zigzagant entre les salves. Evans ordonne à son équipage de chasser les gerbes. Lorsqu'il adopte cette tactique défensive, le bateau met le cap sur les gerbes d'eau provoquées par les obus, en pariant sur le fait que les artilleurs ennemis ne tireront pas 2 fois au même endroit. On se dirigeait droit dessus, en espérant que l'artillerie changerait ses paramètres, l'élévation ou un autre, pour le tir d'après. Le Johnston se rapproche à 10 000 nautiques des croiseurs adverses.
c'est la portée de ses canons de 125. Et à 7h10, il ouvre le feu sur le navire de tête, le croiseur cuirassé Kumano. Je ne pensais pas qu'on puisse transpercer le blindage d'un croiseur, mais on pouvait le secouer et éliminer une partie de ses servantes pièces. En 5 minutes infernales, le Johnston tire plus de 200 munitions. Les obus de 25 kg explosent sur le pont du Kumano. Et le Johnston continue de foncer vers son gigantesque adversaire, prêt à tirer ses torpilles. Ce navire est un destroyer de classe Fletcher, conçu pour des missions de reconnaissance et de camouflage face aux destroyers et aux sous-marins ennemis. Pesant seulement 2100 tonnes, les destroyers, comme le Johnston, sont surnommés boîtes en fer blanc, car ils n'ont aucun blindage. Le Kumano fait plus de 6 fois la taille du Johnston, grand comme 2 terrains de football et recouvert d'un blindage épais de la proue à la poupe. Le Johnston est légèrement plus rapide que le Kumano, mais l'armement du japonais est nettement supérieur à celui de l'américain. Le seul espoir du Johnston consiste à mettre dans le mille à l'aide de ses torpilles Mark 15 qu'il tire à l'aide des 2 tubes installés sur le pont. Le Johnston continue donc d'avancer pour arriver à portée de tir de ses torpilles. Étonnamment, les artilleurs japonais, surpris, ne parviennent pas à faire mouche une seule fois. Et pendant ce temps, les torpilleurs du Johnston visent. Ils doivent choisir leur objectif, estimer son allure et le temps qu'il faudra aux torpilles pour l'atteindre. Sur ordre du capitaine de vaisseau Evans, des déflagrations d'air comprimé éjectent les torpilles dans l'eau. Chacune d'elles contient une charge brisante puissante de 375 kg. Après avoir tiré, le Johnston vire de bord brusquement. À 2 mètres sous la surface, les torpilles filent vers leur objectif à la vitesse de 27 nœuds. Et l'une d'elles explose. Le Kumano est sévèrement touché. La proue du Kumano explose, détruite par une torpille du Johnston. Le navire change de cap et le deuxième croiseur, le Suzuya, manœuvre pour se mettre bord à bord. Donc grâce à l'audace du commandant Evans qui a attaqué seul, 2 des 6 croiseurs cuirassés japonais sont éliminés du combat 10 minutes après le début de la bataille. Mais ce triomphe, le Johnston le paie au prix fort. Il n'est plus qu'à 7000 nautiques du cuirassé Congo, c'est-à-dire largement à portée de tir. À 7h30, le Congo tire 3 obus de 355 pesant 380 kg qui traversent le ciel en hurlant à plus de 60 mètres secondes. Un projectile perforant transperce le pont et la salle des machines du Johnston. Sa vitesse est réduite de moitié. Ne filant plus qu'à 17 nœuds, il constitue désormais une proie facile. Et quelques secondes plus tard, 3 obus de 155, sans doute tirés par le Yamato, dévastent le pont. J'ai eu l'impression qu'on empoignait le bateau et qu'on le secouait. Le grand mât s'est cassé en 2. J'ai sorti la tête dehors et j'ai vu le mât pendre sur le côté. Et ça a viré au chaos le plus complet. Les obus japonais ont paralysé les tourelles arrière mues par moteur électrique. Mon canon était sous les ordres du responsable de l'artillerie. Mais après ce coup au but, ça a été le grand vide. Mes écouteurs ont rendu l'âme. On n'avait plus d'électricité pour bouger les canons. On était complètement hors de combat. Couvert de sang, le pont est glissant. Evans est grièvement blessé, mais il refuse d'abandonner son commandement.
Le capitaine de vaisseau Evans est obligé de quitter la passerelle et de s'installer dans le poste de barre arrière. Il n'y a plus personne sur la passerelle ensanglantée qui a été le lieu d'un carnage inimaginable. Chose incroyable, les équipes d'intervention de secours du Johnston parviennent à réalimenter en électricité 2 tourelles de 125. Et comme le commandant est déterminé à poursuivre le combat, le navire se remet à faire feu. Les autres bateaux s'apprêtent à tirer leurs torpilles, pendant que les pilotes de l'unité aérienne de Taffy 3 précipitent courageusement leurs avions légèrement blindés à l'assaut des forteresses flottantes de la première force navale. Complètement déséquilibrée au départ, la bataille rangée se transforme dès lors en échauffourée désordonnée. Les pilotes de Taffy 3 ont pourtant conscience que leurs tentatives pour déstabiliser la marine japonaise n'ont que très peu de chances d'aboutir. En effet, chasseurs et bombardiers en piqué sont armés pour des attaques au sol et pour la lutte anti-sous-marine. Mais leurs armes sont quasiment inutiles contre les bateaux géants de l'Empire du Soleil Levant. Tous ces avions, dont certains n'étaient équipés que de grenades sous-marines, voire uniquement de mitrailleuses, devaient fondre sur la première force navale japonaise et faire tout ce qu'ils pourraient pour éviter que les porte-avions d'escorte soient écrasés par ces navires géants comme des chiens sur une autoroute. Le lieutenant de vaisseau Richard Robbie fait partie d'une flottille de chasseurs FM-2 Wildcat basée sur le porte-avions d'escorte Gambier Bay. Ce pilote de 24 ans traverse un maelstrom de tirs de DCA. On n'a pas peur. On a peur après. Robbie plonge d'une altitude de 1200 pieds en mitraillant les destroyers japonais avec ses mitrailleuses de calibre 50. J'ai visé les torpilles qui étaient au milieu du bateau, car si je pouvais les éliminer, j'éliminais le navire du même coup. Bientôt, les forces opérationnelles Taffy 1 et Taffy 2, qui croisent à une trentaine de nautiques au sud, mettent leur Wildcat et leur Avenger en état d'alerte pour qu'ils aillent soutenir leurs camarades. À 7h15, des centaines d'avions alliés emplissent les cieux. Et leurs efforts obligent la flotte japonaise à se mettre sur la défensive. L'interruption de l'offensive nippone permet aux destroyers Hall et Hermann de tirer leurs torpilles. Celles du Hermann ratent leur objectif original, mais filent vers le Yamato qui doit virer de bord violemment pour les éviter. Du poste de pilotage de son FM-2 Wildcat, Richard Robbie repère le repli du navire amiral japonais et ouvre le feu avec ses mitrailleuses calibre 50. J'ai commencé à tirer sur l'armement anti-aérien de l'avant-pont qui n'était pas protégé. Mais au bout d'un moment, je n'y arrivais plus parce que je volais trop bas. Donc j'ai ouvert le feu sur la passerelle, puis je suis tombé à court de munitions. Étonnamment, après les attaques des avions et des torpilles, le Yamato ne rejoint pas la mêlée. Mais la première force navale de Kurita conserve malgré tout une puissance de feu terrible. À 7h35, le minuscule destroyer d'escorte Samuel B. Roberts entre dans la danse. Il veut tirer ses torpilles contre le croiseur cuirassé Chokai. Le Samuel B. Roberts est un destroyer d'escorte, plus petit que les destroyers comme le Johnston. Conçu pour la lutte anti-sous-marine, il est armé de 2 canons de 125 et de 3 torpilles Mark 15. Le Chokai est plus de 2 fois plus long, 10 fois plus lourd et 15 fois mieux armé. Ce bateau tentait une chose pour laquelle il n'avait pas été conçu, et son équipage une chose pour laquelle il n'avait pas été entraîné. Pourtant, ils ont réussi.
En cours de route, l'équipage du Roberts croise ce qui reste du Johnston qui se replie après son attaque. La résolution du quartier-maître de deuxième classe de 18 ans, Jack Hewson, se renforce encore lorsqu'il distingue le capitaine de vaisseau Evans sur le pont de l'épave. À l'arrière, le commandant donnait des ordres. Et on s'est tous dit, regardez, c'est Evans. Bon sang. Et quand on est passé à sa hauteur, il a salué. Il a adressé un salut bref à notre commandant. Masqué par la fumée, le Roberts s'approche à environ 2 nautiques et demi du Chokai. On a vu ces 2 tourelles avant de canon de 203 pivoter dans notre direction. Et je vous jure que j'ai eu l'impression qu'elles me visaient entre les 2 yeux. Le Chokai fait feu. Ces projectiles pèsent environ 135 kg chacun. Mais le Roberts est si près que le croiseur japonais n'arrive pas à pointer ses canons assez bas, et ses obus passent trop haut. Le navire américain tire 3 torpilles Mark 15 de 7,30 m en direction du Chokai. Et elles font mouche. On était des gamins de 18 ou 19 ans et on braillait comme à un match de baseball. Puis, le Roberts utilise sa dernière arme. On a entamé un duel avec nos obus de 125. Il ne nous restait que ça. Mais ils rebondissaient sur la coque. Nos 2 artilleurs ont donc visé l'accastillage. Pendant une heure incroyable, le Roberts fait jeu égal avec des adversaires 10 à 30 fois plus imposants, en tirant plus de 600 obus de 125. Mais à 8h51, le Roberts est ébranlé par le premier de plusieurs tirs au but. On a essuyé une salve de 6 obus de 203 en plein sur un canon. Pas celui tout près de moi, mais celui à l'arrière. Quand la fumée s'est dissipée, on a appris par notre officier que le canon numéro 42 avait été désintégré. On connaissait tous nos camarades à bord. Et je connaissais assez bien 2 des servants de ce canon. Et je me suis dit, voilà, ils sont partis. C'est là qu'on a compris que c'était un combat à mort. Livrant un dernier baroud, le canon de 125 situé sur l'avant du Roberts, le seul qui reste, met le feu à la passerelle du croiseur Chikuma et détruit sa tourelle numéro 3. Quelques instants plus tard, 3 projectiles de 355 tirés par le Kongo frappent le Roberts et une brèche d'une douzaine de mètres s'ouvre sur bâbord, juste au-dessus de la ligne de flottaison. On aurait pu y faire passer un semi-remorque. Des paquets d'eau entraient et on a commencé à couler. Quelqu'un a crié « Abandonnez le navire, chacun pour soi !» À 9h35, Jack Hewson et ses camarades abandonnent le navire espérant être secourus. Une demi-heure plus tard, le Samuel B. Roberts, le navire qui allait rentrer dans les annales comme le destroyer qui s'était battu comme un cuirassé, s'enfonce sous les vagues. 89 marins coulent avec lui. Les boîtes en fer blanc de Taffy 3 succombent sous la puissance de feu de l'armada japonaise. Le combat pour tenter de protéger les troupes de débarquement du général Douglas MacArthur dure alors depuis plus de 2h30. Et la résistance héroïque des forces navales américaines s'effrite sous les terribles coups de boutoir des Japonais. Le croiseur léger Yahagi prend la tête d'une colonne de 4 destroyers pour torpiller les porte-avions d'escorte endommagés. Le seul bâtiment américain en mesure de les arrêter est l'USS Johnston, lui-même déjà en piteux état.
Ce dernier ouvre néanmoins le feu avec les quelques canons de calibre 125 qui lui restent. À chaque fois qu'on pouvait, on tirait. Et on a continué à le faire aussi longtemps qu'on a pu. Le commandant, le capitaine de vaisseau Evans, ordonne d'aller en avant toute pour essayer de couper la route à la colonne japonaise. Cette manœuvre est une tactique navale classique. Pour utiliser tous ces canons, un bateau traverse devant l'ennemi qui ne peut plus employer que l'armement situé sur l'avant des navires. Mais avant que le Johnston puisse achever sa manœuvre, le Yahagi vire brutalement sur tribord, suivi par les destroyers. Tout d'un coup, ils se sont mis à virer les uns après les autres. On se doutait bien qu'ils mijotaient quelque chose, sûrement un tir de torpille. Mais leur position était si mauvaise qu'on en doutait un peu. Effectivement, les Japonais tirent plusieurs torpilles. La torpille Nippon type 93 est une des torpilles les plus performantes de la guerre. Avec une portée pratique de 20 nautiques et une charge de 490 kg, elle peut envoyer un bateau par le fond d'un seul coup bien placé. Comme avec toutes les torpilles, il faut prédéterminer la vitesse, la portée et la profondeur, mais les Japonais ont tiré leur type 93 avant d'avoir établi correctement ces paramètres. Du coup, les torpilles manquent leur cible. Une fois de plus, le Johnston a sauvé les porte-avions d'escorte. Et une fois de plus, il en paie le prix. Les 5 navires japonais se déchaînent contre le destroyer isolé. Le Johnston fait feu contre ses assaillants dans une tentative désespérée pour repousser l'inéluctable. À 9h10, une terrible canonnade déchire le navire. Le premier tournant, ça a été quand le canon numéro 52, qui se trouvait juste devant la passerelle, a été touché. Presque tous ceux qui y étaient sont morts. Les munitions de 125 ont pris feu et il y a eu un nuage de fumée. Finalement, les machines du Johnston qui ont été touchées rendent l'âme. Et le bateau se retrouve sans air. Les destroyers japonais encerclent le Johnston et le pilonnent sans relâche. Le bateau encaissait tellement de tirs qu'il était impossible de boucher les voies d'eau assez rapidement, et donc d'assurer la flottaison. À 9h45, après 2h 3/4 de combat, Ernest Evans donne l'ordre d'abandonner le navire. « 25 minutes plus tard, le Johnston sombre. 186 membres d'équipage trouvent la mort. Malgré tout, Taffy 3 a réussi l'impossible. En effet, le vice-amiral Kurita ordonne aux 20 navires intacts de la première force navale de rentrer au bercail. Grâce à la détermination et au courage des marins et des pilotes américains, les troupes de Douglas MacArthur à l'été sont saines et sauves. La bataille est terminée. David a vaincu Goliath. L'amiral Sprague a déclaré que la théorie la plus simple pour expliquer le repli du vice-amiral Kurita, c'était qu'il avait encaissé trop de dégâts. Il se peut qu'il se soit aussi demandé si la stratégie Shaw était toujours viable. Cette décision paraît mystérieuse, mais replacée dans son contexte, elle devient compréhensible. Le succès de Taffy 3, qui a contraint la première force navale à rebrousser chemin, se paie cependant très cher. 2 destroyers, 2 porte-avions d'escorte et 1 destroyer d'escorte ont été coulés. Près d'1 millier de survivants qui se trouvaient à leur bord, comme Jack Hewson, Robert Hagen et Bob Hollenbaugh, ont dû passer 70 heures dans des eaux infestées de requins avant d'être secourus. Et plus d'1 millier de marins et d'aviateurs y ont laissé la vie. Pour
son comportement héroïque, Taffy 3 reçoit la Presidential Unit Citation pour bravoure extraordinaire au combat. Le capitaine de vaisseau Ernest Evans, qui a quitté le navire avec son équipage, n'a jamais été retrouvé. À titre posthume, il est décoré de la Medal of Honor. Le puissant Yamato, lui, est loin de s'être couvert d'honneur. En effet, lors de cette bataille, le cuirassé le plus puissant de l'histoire a brillé par son absence. Ça a été la seule occasion pour le Yamato de faire ce pourquoi il avait été construit, à savoir utiliser la puissance de ses canons pour s'adjuger une victoire décisive contre la flotte américaine. Mais en se repliant, Kurita a d'une certaine façon trahi l'essence même de l'esprit du Yamato. Après la bataille au large de l'île de Samar, le Yamato rentre au Japon. 6 mois plus tard, en avril 1945, il se lance dans une mission kamikaze pour sauver l'Empire du Soleil Levant. Le 6 avril commence la dernière mission de la marine japonaise dans le Pacifique. Elle a été baptisée Opération Tengo, paradis numéro 1. Le plan Tengo était la version navale d'une opération kamikaze. C'était une mission suicide, sans retour possible. Le Yamato devait quitter le Japon à toute vapeur pour attaquer les forces américaines d'Okinawa. Si les Japonais perdaient cette île, les Américains obtiendraient une base de départ pour envahir Kyushu. C'était donc vraiment un moment crucial. Des sous-marins américains repèrent le Yamato et son escorte de 9 croiseurs et destroyers au sud de l'île de Kyushu. Le lendemain matin, 7 avril, plus de 300 avions qui ont décollé depuis des porte-avions américains s'apprêtent à affronter les forces de l'opération Tengo. Le lieutenant de vaisseau Francis Ferry, qui pilote un Helldiver basé sur le porte-avions Bennington, fait partie de la première vague. À peine un mois plus tôt, son avion a failli être réduit en cendres par un tir de barrage des canons anti-aériens du Yamato. Nous savions ce qui nous attendait et nous étions très tendus. Le Yamato m'avait touché une fois et je me suis dit, cette fois, c'est moi qui vais t'avoir. Francis Ferry est aux commandes du SB-2C fabriqué par Curtiss. Le légendaire Helldiver a une vitesse de pointe plus élevée et une capacité d'emport de munitions 2 fois supérieure à celle de son prédécesseur, le SBD Dauntless. Chaque pilote de la flottille de Ferry dispose d'un arsenal de 8 roquettes de 125 et de 2 bombes perforantes de 450 kg. Le Yamato se profile à l'horizon. Lorsque les avions sont apparus, ils ont été accueillis par ce qu'un pilote a décrit comme le cratère d'un volcan. Il s'agissait des canons de 460 du Yamato qui étaient relevés au maximum. C'était très dur pour les pilotes de se retrouver face à eux. À midi 20, Francis Ferry plonge de 3000 pieds en direction de sa cible. J'ai utilisé mon canon de 20 mm pour m'aider à viser, car il avait des munitions traçantes. Si elles allaient dans la bonne direction, c'est que j'allais moi aussi dans la bonne direction. J'ai constaté que j'étais bien aligné et j'ai largué mes 8 roquettes et mes bombes de 450 kg en même temps. Les projectiles s'abattent sur l'avant de la superstructure. Et d'autres Helldivers mettent également dans le mille. Là où j'ai touché à l'avant, j'ai vu de la fumée. Et là où j'ai touché à l'arrière, j'ai vu un incendie. Plusieurs avions sont abattus par les canons anti-aériens. Mais les attaques mettent hors de combat une bonne partie de la DCA du Yamato. La voie est alors dégagée pour de nouvelles vagues de bombardiers.
les officiers d'artillerie sont éliminés. Puis, des TBM Avenger engagent le combat en rasant les flots. Ils larguent des torpilles Mark XIII. Ces torpilles aéroportées plongent à une profondeur prédéterminée et explosent à l'impact. Leur charge de 270 kg éventre les compartiments étanches du côté bâbord. L'eau entre par bâbord et le bateau commence à donner de la bande. Et il est très difficile de viser sur un bateau qui s'incline. Les marins tentent de compenser la gîte en noyant des compartiments sur tribord. Mais cette manœuvre désespérée n'accorde qu'un répit d'une demi-heure au Yamato. Un peu après 14 heures, les dégâts infligés par au moins 15 bombes et torpilles ont réduit le plus grand bâtiment jamais construit à l'état d'épave. Deux sentiments cohabitent. D'abord, on est satisfait de ce qu'on a accompli. Mais on est également triste d'avoir bombardé un navire plein de jeunes gens. Ça m'a travaillé pendant des années. Et tous les 7 avril, j'y repense. Il est environ 14h30 lorsque le Yamato sombre avec environ 2500 officiers et matelots à son bord. Seuls 270 survivants sont sauvés des eaux. Mais le géant n'est pas décidé à s'enfoncer calmement dans son tombeau sous-marin. Avant de disparaître sous la surface, la soute à munitions explose. Le 7 avril 1945, les frappes aériennes lancées depuis des porte-avions ont anéanti le Yamato, mais aussi le croiseur Yahagi et 4 destroyers participant à l'opération Tengo. Lors de l'attaque des quelques 300 avions américains, 10 ont été abattus et 12 hommes ont perdu la vie. En juin 1945, après 2 mois de combats violents, les Alliés s'assurent la suprématie sur Okinawa. Après l'échec de l'opération Tengo, les vestiges de la flotte japonaise ne feront plus aucune sortie pour affronter l'ennemi. Le Yamato avait été conçu pour incarner la puissance et la gloire impériale. Mais comme par ironie, dans les affres de la mort, il est devenu le bûcher funéraire de la marine japonaise.